Bonjour, d'abord j'ai déjà fait cette présentation à Paris.js il y a je crois, une dizaine de jours à peu près. Donc si vous avez déjà suivi. Voilà. Il y a allumé ton micro? Je sais pas. Si, la mienne, c'était juste un peu loin. Si. Ouais, voilà, c'est Il bon. faut vraiment le mettre près. Voilà. Sinon je peux parler fort. Hein. Voilà, donc j'ai déjà fait cette presse. Si vous l'avez déjà vu et que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir, mais sinon ça sera vraiment une redite. Voilà, donc je vais vous parler de l'async await avec les générateurs harmoniques qui sont là on est plutôt on s'éloigne un petit peu de Node.js, on est en JavaScript lui-même dans le langage, mais il y a quand même des choses, des mots Node.js, etc. Donc d'abord pour commencer, je fais un petit intro. Je suis Bruno, donc j'ai 52 ans, c'est un peu vieux pour faire du JavaScript. Et c'est l'âge de Brandon, donc finalement c'est quand même un bel âge pour faire ça. J'ai bossé dans 2 startups il y a pas mal d'années et ça fait 13 ans en fait que je travaille chez Sage, quand je parle de Sage. Et j'ai quelques projets open source, un qui s'appelle Streamline.js, qui est un outil pour essayer de simplifier la programmation asynchrone, dont je parlerai un petit peu à la fin de cette presse. Galaxy, qui est donc la librairie dont je vais vous parler maintenant. Et puis Node.lol, ça c'était juste un petit portage de LOL script sur Node.js. Voilà, Sage, c'est un éditeur de logiciels de gestion. C'est une boîte qui a été fondée en 81, qui est anglaise et cotée à Londres. Ça fait un chiffre d'affaires d'à peu près 1,340 milliard de livres, pas d'euros, donc un peu plus en euros. C'est quand même une assez grosse boîte, mais de notre côté, c'est quand même un peu un nain par rapport à des Microsoft et Oracle, donc on est entre les startups et les monstres. Il y a 13 400 employés, dont 1800 en France. C'est une boîte assez intéressante, c'est une boîte qui a grandi en achetant des petits éditeurs de logiciels locaux. Donc c'est une boîte qui est super décentralisée, c'est très très différent comme modèle des grosses boîtes américaines. Et en fait, à Sage, moi je suis rentré en 2000, mais ça fait que j'ai changé il y a 3 ans. Je travaille sur un produit qui s'appelle Sage ERP X3, qui est le produit ERP mid-market international de Sage. Alors Sage en fait des logiciels de gestion depuis la toute petite entreprise, le petit fleuriste, jusqu'à des boîtes d'à peu près 1000 personnes. Et je dirais que Sage ERP X3, c'est plutôt entre 100 et 1000. Voilà, c'est un produit qui a à peu près 25 ans de R&D derrière lui, plusieurs millions de lignes de code. Et en fait, moi j'ai rejoint cette équipe en 2010 pour faire une rénovation technologique du produit. Et à l'époque, j'ai choisi de faire du tout JavaScript, donc de faire l'interface utilisateur en jQuery. Alors en 2000, dès qu'on a démarré au tout début du projet, on n'avait pas choisi Node.js, on a choisi des moteurs JavaScript basés sur Rhino, des frameworks JavaScript basés sur Rhino. Mais assez rapidement, au milieu de l'année 2010, on a changé et on a décidé de passer sur Node.js parce qu'on voyait que les frameworks sur lesquels on était n'avaient pas trop de momentum autour d'eux, alors que Node.js, tout le monde s'excitait dessus. Donc on s'est dit, et puis c'était quand même un moteur beaucoup plus rapide, puis moi le modèle asynchrone me plaisait bien et tout. Donc voilà, et on a choisi aussi MongoDB, on utilise aussi Elasticsearch comme moteur de recherche. Qui lui n'est pas du tout un composant JavaScript, mais qui a une interface RESTful, donc c'est assez simple à intégrer. Voilà, donc c'est un projet qu'on a démarré en 2010 et on va sortir une version commerciale en juin 2014. Vous voyez, c'est quand même des gros projets pour un ERP, c'est un gros projet de faire des refontes techniques. Voilà. En fait, on va presser un DVD, parce qu'on on est encore à l'ère du DVD, début du mois de décembre, pour avoir quelques clients qui ont commencé à utiliser cette version et la vraie version commerciale en 2014. Voilà, alors je vais vous parler des générateurs en JavaScript. Alors les générateurs, en fait, ça existe depuis longtemps, c'était déjà dans Firefox en 2006, avec JavaScript 1.7, et mais c'était pas beaucoup utilisé, et puis ça a été réintroduit avec quelques modifications dans ECMAScript 6. Et aujourd'hui, c'est disponible dans Node.js. Alors, il faut être dans la version 0.11.4 ou plus récente, qui est une version instable, mais ça sera dans la 0.12 qui sera la prochaine version stable.
C'est aussi disponible dans Chrome avec Chrome Canary. Et puis c'est disponible dans Firefox. Enfin, Andy Wingo, qui est la personne qui a fait le portage sur Node.js, c'est-à-dire sur le moteur V8, a aussi fait un port sur SpiderMonkey, donc ça devrait être disponible dans Firefox. Il a dit que c'était disponible dans Firefox. Moi, je n'ai pas testé sur Firefox, mais j'ai testé sur Node, bien sûr, et sur Chrome Canary aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un générateur? En fait, c'est un nouveau genre de fonction. C'est des fonctions, au lieu de les déclarer avec function, vous les déclarez avec function étoile. Et à l'intérieur, vous pouvez utiliser un nouveau mot-clé du langage qui est yield. Alors, c'est des fonctions qui ont un comportement très spécial. C'est-à-dire que quand vous appelez la fonction, ça n'exécute pas du tout le body de la fonction. Ça se contente de vous retourner un objet qui est un générateur. Et en fait, le body, il est appelé quand vous appelez une méthode next sur ce générateur. Et ce qui se passe, c'est quand vous appelez next, la première fois que vous appelez next, ça va commencer à exécuter le body de la fonction, et ça va aller jusqu'à la première instruction yield, et là, votre appel next va retourner. Il va vous retourner d'ailleurs une valeur que vous pouvez passer en argument à yield. Si vous faites yield 3, votre appel next va vous retourner 3. Et puis, vous pouvez appeler next une deuxième fois. Ça va redémarrer la fonction exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée. Elle va continuer jusqu'au prochain yield. Et puis là, vous allez recevoir la valeur envoyée par ce nouveau yield. Donc voilà, ça c'est en gros le principe des générateurs. Donc c'est un peu marrant parce que c'est un peu comme une fonction comme ça que vous pouvez piloter en appelant next. Elle ne va pas s'exécuter immédiatement de A à Z, c'est vous qui allez l'exécuter morceau par morceau. Et puis dans les générateurs, il y a aussi quelques autres goodies dont je parlerai un petit peu plus loin, notamment yield, étoile, for off, mais je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que pour gérer la synchrone, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà, alors j'ai quelques exemples. Le premier exemple, c'est juste un Hello World. Alors là, j'ai une fonction qui fait quoi? Il fait une série de console.log, et puis entre les console.log, il fait yield hello et yield world. Donc ça, c'est mon générateur, il est déclaré avec function étoile, il contient des yields. Et puis ça, c'est une autre fonction, c'est le main de mon programme, et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle en fait myFirstGenerator. Alors ça exécute pas du tout le body, mais ça retourne un générateur G. Et puis ensuite, il fait G.next, ça va lui retourner V1, qui, si vous avez bien suivi, doit être hello. Et puis il va afficher next return. Alors en fait, c'est pas tout à fait hello, on va voir. Ensuite, il appelle V2, enfin il appelle un deuxième G.next, il l'assigne à V2. Et il imprime le résultat, et un troisième, et il imprime la troisième réponse. Alors, ce qu'il y a, il n'y a que 2 yields, donc on va se demander un petit peu ce que fait le dernier, ça va être intéressant à voir. Donc j'ai un petit programme qui fait ça. Donc normalement, si je fais alors, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire d'abord. C'est step. Voilà. Alors si vous faites ça, ça ne marche pas, parce qu'en fait, les générateurs ne sont pas activés par défaut. Donc il faut passer une option à Node pour lui dire d'activer les générateurs. Ce que je vais faire, c'est passer directement Harmony. Enfin, on peut passer Harmony ou Harmony Generators. Enfin, Harmony, c'est plus simple. Voilà. Et donc là, vous voyez, mon programme, il y avait 2 couleurs, il y avait du vert et une fonction en vert, une fonction en bleu. Et vous voyez ce que ce programme imprime. Vous voyez donc qu'il y a une alternance entre la fonction verte et la fonction bleue. Et en fait, quand on appelle next, il ne retourne pas directement la valeur, il retourne un petit objet dans lequel on a value et la valeur, et on a un done qui est true ou false, qui indique si la fonction a fini de s'exécuter. Donc les 2 premières fois, on a done à false et on a les 2 valeurs hello et world. Et la dernière fois, en fait, on est sorti de la fonction, donc le next retourne à ce moment-là done mais done à true. Ça, c'est d'ailleurs, ce point-là, ce que retourne le next, c'est une grosse différence entre la version ancienne des générateurs qu'il y avait dans Firefox et la version ECMAScript. Et franchement, ils ont bien fait de faire ça comme ça, parce que c'est quand même beaucoup plus propre. La version qu'il y avait dans Firefox, elle lançait une exception à la fin de la fonction. C'était un peu pas très propre.
Voilà. Donc je vais ensuite passer, on va mettre ça en haut. Voilà, passer un deuxième exemple, qui est le fameux générateur de nombre de Fibonacci. Donc ici, j'écris une petite fonction. Ce qui est intéressant dans cette fonction, c'est qu'elle va, j'ai deux variables f1 et f2 qui me permettent de calculer Fibonacci. Et en fait, à chaque tour de boucle, elle fait f1 plus f2, f1 égale f2, f2 égale f. C'est ce qui permet de calculer, générer les nombres suivants. Et à chaque tour de boucle, elle fait un yield f1 qui est donc le nombre de Fibonacci. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait une fonction qui ne se termine jamais. Parce qu'il y a un while true et il n'y a aucun... donc elle va générer, si on appelle next suffisamment de fois, elle va générer tous les nombres de Fibonacci. Enfin, elle ne générera jamais plus, mais autant qu'on en veut. Donc là, je fais g égale g de Fibo, ça me crée mon générateur. Et après, je vais appeler next 10 fois et les imprimer. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc, quand on va exécuter ça, le premier g.next va démarrer la fonction, ça va faire yield f1, ça va retourner ici dans V le premier nombre de Fibonacci, on va l'afficher, on va boucler ici, on va réappeler g.next, ça va redémarrer dans le yield et ça va reboucler et faire le yield de la valeur suivante. Et puis ici, on va l'afficher, on va reboucler ici. Donc là, on a deux fonctions qui s'appellent l'une l'autre et qui font next passe la main à l'autre et puis yield repasse la main à celle-là. C'est le principe des générateurs, ça s'appelle aussi des coroutines, c'est des fonctions qui s'appellent l'une l'autre. Alors, je vais vous la faire tourner. Hop. C'est très spectaculaire. Voilà. Ça va afficher les nombres de Fibonacci. Une utilisation un petit peu plus... Non, c'est pas ça. Oui. Une utilisation un petit peu plus intéressante des nombres de Fibonacci, c'est la suivante, c'est pour parcourir un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit des fonctions qui parcourent des arbres. C'est un petit peu compliqué à écrire. Il y a plein de tests. Il faut tester est-ce qu'il y a une branche à gauche, est-ce qu'il y a une branche à droite, etc. Ça peut être un peu lourd et pas très élégant. Là, ce qu'on a, c'est à gauche, c'est donc une structure qui est juste un arbre avec des nœuds gauches, des valeurs. Si on parcourt les valeurs dans l'ordre, on obtient 1, 3, 8, 10, 13, 20, 22. Et donc pour parcourir ça, là on va utiliser ce générateur walk. Donc ce qu'il fait, c'est que on lui passe un nœud de l'arbre, donc s'il y a un nœud à gauche, il va faire yield d'étoile et il va s'appeler récursivement sur le nœud de gauche. Ensuite, il va faire un yield de la valeur du nœud, et s'il y a un nœud à droite, il va faire un yield d'étoile et s'appeler récursivement sur le nœud à droite. Alors, ce que fait yield d'étoile, ça fait pas. Si on faisait yield, qu'est-ce que ça ferait? Walk de t.left retournerait un générateur. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire yield d'un générateur à la fonction appelante. C'est probablement pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire yield d'étoile, c'est que ça va appeler next sur le générateur et ça va faire des yields successifs de toutes les valeurs qu'on obtient en appelant next. Ça s'appelle déléguer le générateur. Enfin bon, c'est un peu technique, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'exprimer de manière très élégante ce parcours d'arbre qui va faire un yield de toutes les valeurs rencontrées dans l'arbre. Donc en fait, on écrit le walker comme ça, ensuite on se crée donc un walker, c'est en fait un générateur, en appelant walk sur la racine de l'arbre, et ensuite on peut afficher les valeurs en faisant juste for var v of walker. Ça c'est une nouvelle construction du langage qui est, au lieu de var v in, c'est var v of d'un générateur. C'est quelque chose qui va appeler next sur le générateur et assigner à v les différentes valeurs successives que retourne next. Enfin, pas ce que retourne next, mais next.value. Jusqu'à ce que next retourne un objet dans lequel donne est à false. Oui.
Ben, le problème, c'est que ça... Il y a la fonction possible, une seule fois. Non, parce que ça, ce que ça ferait, c'est que ça... non, ça ne marcherait pas parce que ça appellerait le générateur, ça ferait next sur ce générateur. Maintenant, par exemple, si ce générateur, ça n'afficherait que la première valeur retournée par le générateur. C'est-à-dire que si ce générateur, par exemple, a une branche à gauche et une valeur et une branche à droite, ça appellerait récursivement sur la branche de gauche. Ça ferait le yield de ça et c'est tout. Ça ne retournerait pas toutes les valeurs. En l'occurrence, par exemple, ici, pour l'arbre qui est ici en exemple, on a 3 lettres avec un value qui renvoie 1. Si on a en gros le point next, il rentre la première fois dans les lettres. Ouais. Bah, on peut l'essayer en live. Je vais l'essayer en live. Je voulais savoir si ça fonctionne. Mais à mon avis, ça ne va pas afficher toutes les valeurs. Je me trompe peut-être. Là, je vais les lancer. Voilà, ça fait ça. Ensuite, je vais ouvrir ici, on va modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Yield, walk. On fait point next. Ça, c'est bon. Oui, je fasse point next, point value. En fait, ça affiche que quelques valeurs. Parce que ça ne va qu'au premier yield quand ça récurse. Alors qu'il faut épuiser, il faut faire des next jusqu'à avoir épuisé les yields au moment de la récursion. Enfin, ça marche quand même, ça fait quand même quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, j'ai un petit slide à résumer. Un générateur, c'est une fonction dont vous pouvez contrôler l'exécution. Chaque fois que vous appelez next, la fonction avance jusqu'au prochain yield et fournit un résultat intermédiaire. Et un générateur peut produire une suite infinie de valeurs. Alors maintenant, je vais parler de l'application de ça à la programmation asynchrone. Alors, j'ai une slide qui montre l'enfer bien connu des callbacks. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent les callbacks et qui pensent que c'est pas du tout un enfer, c'est un paradis. Je me sens très bien dedans. Moi, je pense que pour un certain type d'application, quand on fait des proxys, des applications qui font de l'IO et on a besoin de performance et il n'y a pas des couches, je dirais, de logique très épaisses autour des opérations d'IO, les callbacks, c'est parfait. Par contre, quand on commence à avoir des couches de logique au-dessus des bibliothèques qui font l'IO, c'est typiquement le cas, par exemple, quand on fait des appels à des bases de données. Là, j'ai une série d'appels à une espèce de pseudo-base de données, où je fais un select, un insert, un delete, etc. Voilà, le callback force à écrire le code un peu comme ça, on a cette fameuse pyramide qui commence à se former. Bref, c'est pas forcément idéal. Alors, en fait, il y a une construction qui existe dans certains langages, notamment dans C#, dans les langages développés par Microsoft, qui s'appelle async await. Et si on avait ça en JavaScript, ben, le code qu'on vient de voir, on pourrait le réécrire de cette façon-là. C'est-à-dire que la fonction archive order, c'est une fonction asynchrone. Au lieu de lui passer un callback, on la déclarerait avec async. Et puis, chaque fois que dans cette fonction, on veut appeler une autre fonction asynchrone, au lieu de passer un callback à cette fonction asynchrone, on l'appellerait avec await, et la fonction retournerait, au lieu de retourner sa valeur via le callback, elle retournerait directement la valeur comme une fonction normale. Donc si vous utilisez C# et que vous utilisez async await, vous écrivez typiquement du code comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que cette fonction elle-même, cette fonction elle est déclarée comme async. Donc si vous devez l'appeler dans une autre fonction, il va falloir l'appeler aussi avec un await, et l'autre fonction va être elle aussi déclarée avec async. Donc on voit qu'on a une espèce de truc qui se propage, qui contamine le code. Dès que vous appelez une fonction asynchrone,
ben, votre fonction devient asynchrone, il faut la déclarer avec async, et à l'intérieur, pour faire tous les appels en les préfixant par les. Alors, l'avantage de ça, moi, je vois, c'est que c'est quand même moins de code, c'est plus lisible. C'est surtout plus facile à maintenir. Le truc, c'est que souvent, les gens disent, ouais, mais moi, j'écris mon code, c'est bien, j'ai pas de problème. Mais si vous avez une équipe et que les autres doivent relire le code, etc., quand on lit ce code, on comprend immédiatement ce qu'il fait. Quand on lit celui-là, ben, oups, voilà, il faut quand même se creuser un petit peu plus la tête. Et encore, ça, c'est rien. Nous, on a dans notre projet, on a à peu près 100 000 lignes de JavaScript aujourd'hui, dont environ entre 70 et 80 000 qui sont du code Node.js. Donc si on écrivait avec les callbacks, on a à maintenir 70 ou 80 000 lignes de code comme ça, c'est un peu drôle. Voilà. Donc, avec Galaxy, en fait, donc la bibliothèque dont je venais de parler, voilà comment on écrirait le code. En fait, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu. Simplement, au lieu d'utiliser le keyword await async pour déclarer la fonction comme étant une fonction asynchrone, on la déclare comme function étoile. Et puis, au lieu d'utiliser un await pour faire l'appel des autres fonctions asynchrones, on utilise yield. Alors, comment ça marche? Alors ici, j'ai un truc qui essaie d'expliquer un petit peu comment on peut utiliser les générateurs pour gérer des appels asynchrones. Alors, pour ça, j'ai fait une fonction hello world et j'ai essayé de montrer qu'on peut, dans cette fonction, appeler deux fonctions asynchrones en séquence. Là, async message, on l'appelle deux fois, en la préfixant par yield. Et puis, en fait, ces appels se trouvent dans une fonction étoile. Et il suffit que j'appelle g.next à la fin et ça va me déclencher cette fonction. Alors comment ça marche? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la magie vient du fait... Alors d'abord j'ai mis ma fonction async message, je l'ai écrite en haut. Ça c'est une fonction qui utilise un callback, c'est une fonction standard de Node.js. Par contre ici, on voit que quand je fais ces appels à async message, je leur passe un callback qui est particulier, qui s'appelle resume de G. Donc c'est quelque chose... Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on exécute cette fonction hello world, elle crée un générateur, puisqu'elle fait G égale function étoile, et puis ici, parenthèse, parenthèse, donc elle appelle cette fonction étoile anonyme, ça lui retourne un générateur, et elle fait G.next de ce générateur. Ça va donc déclencher lancer le début du body, ça va aller jusqu'au yield async message. Async message, c'est quelque chose qui va faire un set timeout. Au bout du timeout, on va avoir un callback qui va être appelé. Comme le callback, c'est resume de G, ça va en fait appeler g.next en lui passant le résultat. Et donc, du coup, ici, ça va revenir ici avec message 1 qui sera l'objet qui contient le résultat. Je l'affiche et à ce moment-là, j'appelle yield pour déclencher le deuxième appel asynchrone. Idem, ça va faire le set timeout. Ensuite, au moment où le callback arrive, ça va réappeler resume qui va refaire un g.next qui va faire que la valeur va revenir dans message 2. Ensuite, j'affiche cette message. Et à la fin, je fais un callback avec la concaténation des deux messages. Et du coup, cette fonction-là que j'ai créée, alors c'est marrant parce que c'est une fonction qui utilise à l'intérieur un générateur. Elle, c'est une fonction, par contre, qui a la signature classique des fonctions Node.js. Donc c'est une fonction qui prend un callback comme argument, et puis donc je peux l'appeler hello world function get result. Et là, je fais un console log du résultat final qui est ce truc-là. Message 1 plus message 2. Alors, je peux vous le faire tourner. Hop. J'ai un petit exemple. Voilà, donc ça a bien affiché. On ne voit pas un petit peu. Voilà, donc ça a bien affiché. Hello, ça a attendu un petit peu, World, ça a attendu, et ça a mis Final Result, Hello World. Alors, c'est très bien tout ça, mais vous imaginez que si chaque fois que vous avez une fonction asynchrone, il va falloir écrire tout ça, c'est pas mieux que les callbacks. Hein. C'est lourdingue, et puis il y a des risques de faire des erreurs et tout. Donc, en fait, oui, alors, pardon, j'avais une slide,
Mais ça explique un petit peu ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la fonction hello world, elle appelle async message en faisant les yields, et en fait, async message exécute un callback qui est resume, et resume fait un get.next de result, qui revient dans la fonction hello world, qui fait le yield suivant sur l'appel de async message. Alors, avec Galaxy, voilà, en fait Galaxy c'est une librairie qui va vous cacher tous les trucs horribles qu'il y avait dans l'exemple précédent. Donc avec Galaxy, du coup on écrit function async message, on écrit sa fonction. Alors, ce qui se passe c'est qu'on a deux fonctions qui s'appellent star et unstar, qui vous permettent de passer d'une fonction avec callback à une fonction avec générateur. Pourquoi star? Parce que ça transforme function en function star, et unstar, ça enlève l'étoile. Donc on prend cette fonction async message, on fait galaxy star message, c'est galaxy.star de async message. Ça vous retourne donc une function étoile. Donc là, du coup, je peux écrire ma fonction hello world en faisant des yields sur star message. Et puis, du coup, là, le problème, c'est que j'ai une fonction étoile. Donc le jour où il faut que je l'appelle, il faut quand même que je l'appelle avec quelque chose qui va déclencher ce générateur. Mais en fait, ce que je fais à ce moment-là, je fais un galaxy unstar de hello world qui me donne un hello world callback que lui, je peux appeler avec la signature standard Node.js. Alors, là où c'est intéressant, cette librairie, c'est que quand vous avez beaucoup de code asynchrone, vous avez beaucoup de fonctions asynchrones que vous écrivez qui appellent d'autres fonctions asynchrones que vous avez écrites aussi. L'avantage de cette librairie, c'est que finalement, vous faites un star, vous appelez galaxy.star sur les fonctions de Node.js, les fonctions asynchrones de Node.js que vous avez utilisées au bas niveau. Vos fonctions, vous les écrivez comme ça, et vos fonctions, toutes vos fonctions étoiles, elles peuvent s'appeler les unes les autres. Si par exemple j'écrivais une autre fonction Toto qui appelait Hello World, je pourrais juste faire function étoile Toto et dedans faire var result égale yield de Hello World. J'ai pas besoin, donc la librairie elle apparaît que au moment où vos fonctions doivent appeler des fonctions Node.js qui elles prennent un callback, et au moment où les fonctions Node.js doivent démarrer rentrer dans votre librairie finalement. Pour rentrer dans votre librairie, elles appellent des fonctions qui sont des unstar de vos fonctions. Après, il y a tous vos appels à vous qui s'exécutent avec des functions star qui s'appellent les unes les autres. Et puis au bas niveau, vos functions star appellent des fonctions qui ont été sur lesquelles il y a eu un wrapper fait avec galaxy.star. Une fois qu'on a fait les wrappers sur les fonctions de base et qu'on a mis en place les wrappers dans l'autre sens autour des dispatchers d'événements, tout le reste c'est du code qui est exactement comme s'il y avait async await. Voilà, alors ici j'explique un petit peu le concept. Il y a finalement quand on programme avec Galaxy, il y a un peu deux mondes. Il y a d'un côté le callback land, et de l'autre côté le generators land. Et galaxy.star vous fait passer une fonction de callback land vers generators land, unstar dans l'autre sens. Et quand vous êtes dans ce monde-là, vous programmez comme si c'était des API synchrones. Alors, oui, là j'ai peut-être une démo, je ne me souviens plus. Non, je ne sais pas si hello générateur. Ça marche. Alors, c'est bien ça, mais jusqu'ici, on a fait des appels asynchrones qui suivent, et en fait, on a tout sérialisé. On perd tout le bénéfice de Node. Le bénéfice de Node, c'est de pouvoir paralléliser les opérations. Et c'est vrai que quand on programme avec les callbacks, naturellement, les choses sont parallélisées. Mais là, l'idée, c'est donc qu'il y a une fonction dans la bibliothèque qui vous permet, au lieu de faire un yield sur une fonction, si au lieu de faire un yield, vous la passez à galaxy.spin, ça vous permet de faire tourner cette fonction et d'obtenir une future, qui est en fait une fonction étoile sur laquelle vous pourrez faire un yield plus tard pour récupérer le résultat. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, je fais message1f qui est galaxy.spin de mon async message, et message2.f de f qui est galaxy.spin du deuxième,
Donc en fait là les deux vont s'exécuter en parallèle et ensuite je peux faire yield sur message 1f et yield sur message 2f pour récupérer les résultats. Si vous exécutez les deux exemples, vous verrez que celui-là va 2 fois plus vite que le premier parce que les deux attentes s'exécutent en parallèle. Et ça, vraiment, ce modèle-là de parallélisation avec les futurs, c'est vraiment sympa parce que ça permet d'abord d'écrire le code de manière séquentielle et après de paralléliser les bouts qu'on a envie de paralléliser, parce que quelquefois paralléliser ça peut être un peu délicat aussi. Il y a des choses qui se parallélisent. Quand les opérations sont bien indépendantes, ça va, mais s'il y a une dépendance entre les opérations, ça peut quand même être dangereux, donc il faut faire ça avec parcimonie. Voilà, mais ça permet de le faire très simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alors en fait, ça, là, quand on voit ce code-là, je vais revenir ici, voilà. Ça c'est le code que vous écrivez avec Galaxy. Bon, c'est déjà plus simple que l'en faire des callbacks, mais pour mon goût personnel, il y a encore trop de bruit là-dedans. C'est-à-dire que le fait d'avoir écrit galaxy.star, le fait d'avoir écrit galaxy.star, le yield aussi, je trouve que c'est pas très élégant, le yield, parce que quand on a deux appels asynchrones qu'on veut chaîner, c'est un opérateur préfixe, et donc du coup il faut parenthéser les trucs, c'est lourdingue, c'est pas très élégant comme syntaxe. Donc j'avais un outil que j'avais développé bien avant en fait Galaxy, qui s'appelle streamline.js, dans lequel le code, en fait, il y a encore moins de bruit, c'est-à-dire qu'il s'écrit juste comme ça. C'est une syntaxe qui utilise un underscore pour indiquer tout ce qui est asynchrone. Donc le simple fait de mettre un underscore dans Hello World, ça dit que c'est une fonction asynchrone, et on passe cet underscore directement à des fonctions asynchrones. Et là, on n'a pas besoin de faire de wrapper, c'est-à-dire qu'on peut appeler directement async message en lui passant un underscore à la place du callback. Et surtout, la fonction qu'on écrit, la fonction Hello World, c'est elle-même une fonction qui peut prendre un callback. Donc pour l'appeler, on a le choix, soit on l'appelle en lui passant un callback, soit on l'appelle en lui passant un underscore, et dans ces cas-là, on va attendre et ça va se passer. Voilà. Alors, en fait, streamline.js, c'est un outil qui a 3 options, c'est-à-dire que vous écrivez votre code comme ça, et puis il y a des options de compilation, c'est un préprocesseur. Il y a un préprocesseur qui vous génère en fait des callbacks, du code avec des callbacks, qui va faire... c'est-à-dire en fait, mon idée au départ, quand j'ai créé cet outil, c'était de dire, on avait d'abord écrit beaucoup de code en écrivant les callbacks à la main, on s'était rendu compte qu'il y avait des patterns là-dedans, c'est-à-dire plutôt que de laisser le développeur écrire tous ces patterns lui-même, on va faire un outil qui va générer des patterns pour lui. Donc ça, c'était la première version. Il y a une deuxième version avec Fibers, parce qu'en fait, moi j'ai sorti cet outil, c'était en janvier 2011, et une semaine plus tard, il y a un gars qui s'appelle Marcel Laverde qui a sorti la librairie Fibers, qui était une autre, finalement, qui offrait une autre solution, une alternative pour résoudre le même problème. Et en fait, ce que Marcel a fait, c'est qu'il lui, il a écrit un driver pour Streamline.js qui génère du code pour Fibers. Donc, vous avez l'option de générer du code pour Fibers. Et puis là, avec la librairie Galaxy, j'ai écrit une 3e version qui génère du code pour Galaxy. L'intérêt d'avoir 3 versions, c'est que ça permet un petit peu de comparer. Les 3 approches ont des caractéristiques de performance différentes. Donc vous écrivez votre code, et puis après vous faites tourner des benches, vous essayez avec les 3 versions, et vous gardez la version qui marche le mieux, qui a les meilleures performances. Et donc là, j'ai une slide avec quelques liens. Ce qui se passe, c'est que la slide, l'ensemble de la présentation, elle est publique. Donc je pourrais donner la... voilà. Il y a des questions? Il y a un truc qui est sympa en C# aussi avec Silverway, c'est tout ce qui est gestion d'erreurs. Oui. Et comment ça se passe quand il y a une exception qui est levée dans un générateur? Là, avec la librairie Galaxy, vous écrivez votre code en asynchrone et la gestion d'exception, vous faites votre gestion d'exception avec try-catch. Donc ça marche exactement comme async await. D'accord. Il n'y a pas de limitation dans vous pouvez mettre un appel asynchrone à l'intérieur d'une boucle, à l'intérieur d'un try-catch, à l'intérieur, vous pouvez utiliser try-finally, vous
pouvez chaîner 2 appels asynchrones, etc. Et, vous écrivez votre code comme si c'était synchrone, et tous les mécanismes de JavaScript, ce que j'avais trouvé, moi, c'est qu'en commençant à écrire du code avec des callbacks, on se retrouve à plus pouvoir utiliser JavaScript. En fait, on se retrouve chaque fois qu'on doit faire une boucle, soit on ne peut plus la faire avec while, on est obligé de la transformer en une boucle récursive, en fait, en une récursion. Donc, chaque fois qu'on veut faire des ifs and else, si on a des trucs qui suivent après, il faut réorganiser le code pour faire tout ça. Là, ça permet d'écrire le code naturellement avec les mots-clés du langage. En fait, vous avez regardé la DPL avant, quand je passe cet outil-là ou pas? La DPL, c'est le modèle asynchronisme en C# en fait. Non, en fait, je n'avais pas regardé C#, j'avais fait ça un peu. Ça ressemble vachement. Le Streamline.js, je l'avais fait comme ça. Mais effectivement, après, il y a eu d'autres projets qui étaient plus dérivés de C#, en fait, des gens qui avaient repris le modèle C#. En fait, tous ces trucs-là convergent pas mal parce que finalement, quand on regarde conceptuellement à des différences de syntaxe près, toutes ces différentes approches convergent vers un résultat. Il n'y a qu'une approche qui est quand même différente, c'est les promises. Les gens qui font des bibliothèques de promises disent les promises ça résout le problème. Pour moi, les promises ça ne résout que la moitié du problème. Les promises ça permet bien de mieux organiser le code et d'éviter la pyramide quand on a une série d'appels, mais quand cette série d'appels, ce sont des appels qui ne retournent pas de résultat. Si on veut avoir un appel qui retourne un résultat qui est utilisé par l'appel suivant, avec les promises, on est quand même obligé de récupérer cet appel via un callback. Donc là, on n'évite pas le phénomène de la pyramide avec les callbacks. En fait, dans C#, c'est le yield, le envoie une code. Oui. Là, en fait, quand on ne met pas await, c'est-à-dire quand on ne met pas yield, ça renvoie un générateur. Et quand on appelle galaxy.spin sur ce générateur, c'est en gros presque une promisse qu'on obtient. C'est une espèce de promisse simplifiée. Moi, le truc, c'est que j'ai horreur des API. Je sais pas, je trouve les développeurs, ils adorent les API. Moi, je trouve que plus l'API va être légère, mieux ça va être. Donc, je préfère essayer d'utiliser au maximum ce qu'offre le langage plutôt que d'introduire des tas d'API que les gens vont devoir apprendre et tout. L'intérêt d'un truc comme Streamline, c'est une fois que vous avez compris que l'underscore, ça vous remplace votre callback, vous avez 0 API à apprendre. Sauf si vous voulez faire des trucs un petit peu avancés comme paralléliser. Mais même paralléliser, il n'y a pas d'API pour faire ça. C'est gérer le langage. Je vais être un peu extrême. Mais je trouve que pas mal de librairies asynchrones, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous donnent toute une API qui, en fait, si on regarde, réinvente les concepts qui sont déjà dans le langage. C'est-à-dire vous avez des API pour faire des boucles, des API pour faire de la gestion d'exception, des API pour faire... En fait, il y a une clip, je crois, c'était fait par des gars chez Microsoft, c'était KeriFX ou qui permettait de gérer tout ça en asynchronisme avec le modèle asynchrone qui arrive dans JS. D'accord. Mais il y a un petit moment. Ouais, en fait, quand j'avais démarré, il y avait déjà 2 librairies qui existaient. Il y en avait une qui s'appelait Stratify.js et une autre qui s'appelait Narrative.js. Et je les avais essayés, mais les trucs n'étaient pas finis, c'était pas... par exemple, ça ne gérait pas bien les exceptions. Ça ne gérait pas les exceptions. Une question sur vous parliez des API un peu lourdes, vous faisiez référence à, par exemple, c'est Async, c'est ça? Oui, oui. Je dirais qu'Async, elle est parmi les API, elle est quand même très légère. Mais quand même, quand vous regardez le petit exemple que j'ai donné, que c'est d'écrire avec Async, ça va être beaucoup plus lourd. Et à votre avis, pour l'avenir, puisque ça semble être un débat quand même qui agite beaucoup la communauté, qui va gagner voilà. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a... je pense que ça dépend vraiment du problème que vous essayez de résoudre, du domaine dans lequel vous êtes. Si vous faites un proxy ou un truc vraiment, une librairie d'IO fine, où la performance ultime est ce qui compte, et puis, vous n'avez pas du code très très compliqué autour de ça, allez-y, faites-le en callback. Par contre, nous on fait un ERP, on a un module de management des utilisateurs, des trucs comme ça. Dedans, il y a plein de codes à la con, c'est des ifs and else, c'est des boucles, c'est des trucs. Bon, plutôt que de s'embêter à les écrire de manière compliquée, on les écrit de manière standard. Voilà, donc je sais pas, il y a pas de gagnant, mais c'est sûr que d'un autre côté, l'avantage des générateurs, finalement, c'est que ça permet quand même, avec Streamline, il y a un préprocesseur.
Avec Fibers, il y a une modification du runtime JavaScript avec un truc qui fait en gros qui suspend un appel JavaScript et qui le résume après. C'est quand même un peu délicat. Là, avec les générateurs, on est vraiment dans le langage. On n'a plus besoin d'un préprocesseur pour écrire du code asynchrone. Vous avez déjà un petit retour de la communauté sur votre proposition, parce qu'on entend beaucoup parler du reste et pas de la vôtre, je la découvre en fait. D'accord. Sur Galaxy, il y a le projet, il a genre 70 stars sur GitHub, enfin c'est pas... Non, par contre, Streamline.js, là, il y a 500 personnes et il y a déjà des gens qui ont réalisé des applications avec. Il y a un site social qui a été fait avec... Et puis bon, j'ai des bug reports, ça veut dire des contributions aussi. Il y a des gens qui ont fait, par exemple, le support des sources maps. Plus de questions? Bon, bah merci beaucoup.